Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être là pour parler recherche et développement, pour parler de ce qu'on n'évoque pas forcément, c'est-à-dire tout ce qui se passe derrière un petit peu ce qu'on voit généralement, c'est-à-dire l'amont, les créations de richesses, on en parle beaucoup, création de valeur, mais tout ça parle de la recherche et développement. À la base, c'est ça l'important, c'est d'avoir quelque chose de nouveau à exploiter. Et là, on va parler vraiment recherche et développement avec les trois personnes qui sont là. On est au cœur du sujet. Je vais vous laisser vous présenter chacun votre tour pour bien poser le débat et savoir exactement quel est votre rôle au sein donc, de L'Oréal, d'Air Liquide et d'Inet Pharma. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Charlotte Catimel. Je travaille au sein de l'entité Tech IT chez L'Oréal. Et je dirige une petite entité qui est un peu comme une start-up au sein du groupe qui s'appelle le Tech Accélérateur. Donc, chez L'Oréal, les collaborateurs doivent prendre des décisions tous les jours, comme combien est-ce que je devrais investir dans ma campagne marketing, quels nouveaux produits de beauté est-ce que je devrais lancer sur le marché, comment faire en sorte que mes formules soient les plus saines ou écologiques pour nos produits. Et donc, l'objectif de mon équipe, c'est vraiment d'équiper les employés pour les aider à prendre des décisions plus éclairées. Et on fait ça en développant des outils digitaux basés sur l'intelligence artificielle. Et donc, en petit passif, j'ai un background ingénieur de mon côté, spécialisé en mathématiques, recherche opérationnelle et sciences de la donnée. J'ai commencé ma carrière en consultante en stratégie à New York, où j'ai aidé des grosses entreprises mondiales comme British American Tobacco, Anheuser-Busch InBev, PepsiCo et même L'Oréal d'ailleurs, dans des sujets analytiques. Et j'ai ensuite rejoint une entreprise pure tech française qui s'appelle Criteo, où j'encadrais des équipes de data analytics et data scientists. Et c'est là où j'ai aussi développé des méthodes de travail agile. Et donc, j'ai rejoint le groupe L'Oréal pendant le premier confinement en 2020, donc au sein du Beauty Tech Accélérateur. Et ce qui m'avait particulièrement attiré, c'était à quel point L'Oréal est vraiment à la pointe de toutes les innovations technologiques et les utilise, capitalise dessus pour en créer une valeur ajoutée, à la fois pour les collaborateurs, mais aussi pour les consommateurs en créant vraiment des services. Et donc, dans mon entité spécifiquement, nous, on crée vraiment des outils pour les collaborateurs, donc les employés du groupe, pour les... Ah, on n'entend pas ? On n'entend pas. Ah oui. Oui, mais c'est est-ce qu'il y a des oreillettes, non ? C'est pas ça ? Il marchait mieux celui-là ? Ok. Ça marche mieux ? Voilà. Désolée. Et donc, du coup, dans mon entité, ce que j'ai, c'est qu'on développe donc, des outils digitaux basés sur l'intelligence artificielle pour les collaborateurs et qui changent vraiment totalement leur manière de travailler et qui créent en fait une vraie valeur ajoutée pour le groupe. Merci Charlotte. Jérôme Christin, vous m'entendez bien ? Là, c'est bon. Donc, je supervise les activités de la recherche et développement pour le groupe Air Liquide. Donc, je supervise notamment les campus innovation situés à Tokyo, Shanghai, Francfort, Paris et également aux US dans le Delaware. Et donc, vous connaissez bien le groupe Air Liquide. Mais je rappelle juste, donc c'est un leader des gaz et des technologies pour l'industrie et la santé. Et on se focalise sur les petites molécules essentielles. Donc, l'oxygène et l'azote que vous respirez actuellement. L'oxygène, la molécule de la vie. L'azote, la molécule de la sécurité, mais également l'hydrogène et le CO2, la molécule de la décarbonation. Et là, vous les connaissez bien également. L'hydrogène, la molécule de la mobilité décarbonée et le CO2 que nous captons. Alors, je vais vous parler innovation. On va plutôt se focaliser sur l'innovation. Mais avant tout, je vais vous donner quelques chiffres clés de l'innovation du groupe Air Liquide. 300 millions d'euros, ce sont les dépenses innovation du groupe de façon annuelle. On dépose un brevet par jour. Donc 350 brevets par an. On a un portefeuille de 14 000 brevets que nous gérons au sein du groupe. J'ai parlé des 5 ans plus innovation plus proche des écosystèmes. Et on développe tout en partenariat. Toute notre recherche est basée sur les partenariats. On y reviendra plus tard avec Didier. Et donc, pour vous dire qu'au final, l'innovation du groupe Air Liquide, on se focalise, c'est un des 4 piliers de la stratégie du groupe, qui est contribuer au progrès par l'innovation technologique. Voilà pour... Merci beaucoup. Et donc Inet Pharma, en 2 mots. Oui, merci.
Je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui pour vous parler du cancer et du rôle d'Innate Pharma dans la lutte contre le cancer. Donc Innate Pharma, c'est une société qui développe des thérapies contre le cancer et notamment des molécules innovantes d'immunothérapie. Donc mon rôle à Innate Pharma, moi je suis de formation scientifique, je suis pharmacienne et j'ai un doctorat de sciences. Donc j'ai travaillé pendant 10 ans chez Innate pour gérer des programmes de recherche et développement. Et aujourd'hui, je suis responsable du corporate development. Donc c'est vraiment un métier qui est à la frontière entre la science et le business, puisqu'il s'agit vraiment d'identifier des stratégies qui vont permettre la croissance de la société. Voilà. Donc, je voulais déjà poser une première question qui était peut-être une question de base, mais comment on, peut-être avec M. Christin, parce que peut-être le groupe Air Liquide est tellement vaste, comment on priorise, comment on détermine les priorités quand on fait de la recherche au sein du groupe Air Liquide? Alors merci Didier, c'est une question vaste, hein. Comment on priorise, comment on arbitre. Mais juste avant, je placerai quelques points sur la transition énergétique et les grands enjeux de la transition énergétique pour bien comprendre ce sur quoi on doit prioriser. Alors, vous lisez tous la presse le matin, vous voyez 5 grandes thématiques tous les matins quand vous ouvrez votre journal. Vous avez décarbonation avec notamment le captage de CO2, vous avez l'hydrogène, vous avez les biofuels, biocarburants, vous avez également les batteries, c'est-à-dire l'utilisation directe de l'électron, et vous avez tout ce qui est économie circulaire, recyclage ou efficacité énergétique. Ça, ce sont les 5 grandes thématiques que vous lisez. Donc le groupe Air Liquide travaille sur ces 5 grandes thématiques, et il s'agit de savoir ce sur quoi on se focalise le plus. Alors le message principal que je veux vous dire, c'est que finalement, on travaille sur toutes les routes que je viens de vous citer. Toutes les petites molécules essentielles que je vous ai dit en introduction sont présentes dans toutes les thématiques associées à la transition énergétique. Et je vais vous illustrer peut-être quelques petits exemples pour illustrer tout ça. Le CO2, sur toute la chaîne du CO2, on va intervenir. Donc on va venir bien sûr le capter, le purifier, le liquéfier, le transporter. La R&D va travailler sur toutes ces briques technologiques pour nos clients ou bien nos propres usines. L'hydrogène. Alors l'hydrogène, vous entendez beaucoup parler, mais c'est l'hydrogène pour la mobilité, mais pour l'industrie. Et on travaille sur toute la chaîne également. L'électrolyse de l'eau en amont, la chaîne liquide et gaz en aval. Et là-dessus, nous avons annoncé que nous investirons 8 milliards sur toute la chaîne de valeur hydrogène bas carbone jusqu'à 2035. Le biogaz, les biofuels. Alors, bien sûr, on travaille sur le biogaz, mais quand on parle de biocarburant, finalement, pour faire un biocarburant, vous avez de l'hydrogène et du CO2 pour les fabriquer. Donc forcément, on regarde la partie amont de toutes ces chaînes-là. Et enfin, la batterie, qui est moins connue. On a annoncé récemment 2 projets, un en Allemagne et un au Canada. Et finalement, c'est pour fournir des gaz de l'air dans le cadre de la fabrication des matériaux pour les batteries, pour les véhicules électriques. Et parce que dans une batterie, vous avez une anode, une cathode, et on va fournir l'oxygène pour la cathode, à titre d'exemple. Donc vous voyez, c'est très vaste, et on a l'ambition d'être donc on va dire un champion des solutions climat sur toutes ces chaînes de la valeur. Mais après, comme dit Didier, il faut choisir, il faut prioriser. Alors comment on priorise? Et là-dessus, vous avez 3 grands piliers qu'on va utiliser en R&D pour choisir les différentes thématiques. Le premier pilier, c'est vraiment la gouvernance. Et là-dessus, on a développé des processus robustes de gouvernance pour identifier les sujets, les thématiques les plus importantes. Et on ne le fait pas seul. En fait, la clé là-dedans, c'est de ne pas jamais innover seul et donc d'avoir toujours parmi nous les parties prenantes qui représentent le business et qui vont nous dire cette technologie, c'est celle qui va avoir le plus d'impact. C'est celle qui va arriver le plus tôt sur le marché. Donc, travaillons là-dessus. Donc, cette gouvernance-là, c'est un point très important. Le deuxième, c'est l'industrialisation. Il est très important pour nous, pour tous les projets sur lesquels on travaille, de s'assurer qu'on regarde la fin et de voir qu'on peut industrialiser les idées que nos chercheurs ont finalement.
parce que nos chercheurs vont travailler sur des thématiques où ils ont des idées souvent brillantes, mais c'est important d'aller jusqu'au bout. Et là-dessus, on développe de nombreux pilotes, ou bien en laboratoire, ou bien chez nos clients, pour s'assurer qu'on peut industrialiser. Le troisième pilier qui est essentiel, c'est bien sûr la performance de la R&D, où là, sur chacune des briques technologiques sur lesquelles on va travailler, on va regarder des indicateurs clés de performance technologique, mais également économique, pour vérifier qu'on est productif. Et ça, on le fait bien sûr sur tous les projets dont je vous ai parlé tout à l'heure en introduction. Donc voilà, finalement, et je conclurai juste pour dire, la priorisation, c'est en 2 mots, parce que c'est le courage de dire non, parce que souvent on a des chercheurs qui viennent nous voir avec des idées brillantes, et il faut avoir le courage de dire non, on ne va pas développer ce projet-là, parce qu'on ne peut pas industrialiser, ou parce qu'on n'est pas assez productif. Et c'est également la volonté de dire oui, où là on va dire, mais là en effet, on met tout, on investit fortement sur cette technologie, on a des convictions, on y croit, et voilà. Donc finalement, Didier, c'est une gestion de portefeuille. Oui, mais là vous mettez le paquet en quelque sorte sur certains thèmes, mais on parle de milliards derrière. Donc le process peut être quand même très angoissant sur la fin, j'imagine. Non, à la fin, donc on a 300 millions d'investissements annuels, mais les enjeux sont de l'ordre de milliards. Mais comme avec cette gouvernance dont j'ai parlé, où on travaille avec toutes les parties prenantes, on est convaincu qu'on va dans la bonne direction de façon générale. J'ai bien compris. Pour ce qui est de l'accélérateur, on a bien compris tout à l'heure pour Biotitech. Est-ce qu'on peut rentrer plus dans le fonctionnement de Biotitech? Comment ça fonctionne? Avec des exemples peut-être précis. Comment ça marche, cet accélérateur? Bien sûr. En fait, ce qui fait la particularité du Tech Accelerator, c'est déjà les compétences qu'il y a. Donc, c'est une entité qui est vraiment autonome. On va retrouver des compétences qu'on retrouverait dans des startups tech. Donc, il y a des product managers, des designers, des data scientists, des développeurs. Et le Tech Accelerator, la manière dont il va fonctionner, c'est vraiment qu'il va s'associer à des métiers en fonction des cas d'usage pour faire un partenariat et développer une solution technique. Donc, pour donner un exemple concret, là, on travaille sur un projet avec la recherche innovation, donc avec les chimistes. Donc chez L'Oréal, dans tous nos produits de coloration de cheveux, il y a un ingrédient qui s'appelle le résorcinol, qui est un perturbateur endocrinien. Sauf que le résorcinol, c'est un ingrédient clé pour les colorations de cheveux. C'est un peu comme la farine pour le pain. Donc du coup, on a besoin de reformuler l'ensemble de nos produits de coloration de cheveux pour enlever le résorcinol. Mais ce n'est pas une chose facile. Et donc pour ça, la recherche innovation, donc les chimistes se sont associés au Tech Accelerator. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a co-développé une solution technologique qui permet aux chimistes, à partir d'un objectif de couleur de cheveux, de leur proposer 4 formules sans résorcinol, à partir desquelles commencer à itérer pour atteindre l'objectif de couleur de cheveux. Et ça, c'est vraiment qu'une première étape, parce qu'après, l'objectif, c'est d'aller encore plus loin là-dedans pour faire des formules de plus en plus saines pour la santé et écologiques, dans les objectifs que L'Oréal s'est fixés aussi pour elle-même. Donc on est vraiment sur des cas très concrets, quoi, en fait. Oui, tout à fait. Avec une utilisation aussi en interne, ça peut être, c'est pas que de l'externe, c'est aussi, ça marche dans les deux sens, en fait. Oui, exactement. C'est vrai que, en fait, dans mon entité, on est un peu séparé en deux. Il y a une partie qui est vraiment pour les consommateurs, qui s'appelle service. Et moi, la partie que je dirige, c'est celle qui est pour les collaborateurs. Donc, c'est vraiment en interne. Donc, ça, c'est un exemple de solution qui est vraiment pour les chimistes chez L'Oréal. Pour juste donner un autre exemple, pour montrer que c'est vraiment... Enfin, on fait des partenariats avec n'importe quel métier. On a aussi, par exemple, pour les personnes qui s'appelle CMI, donc c'est Consumer Market Intelligence. C'est un métier chez L'Oréal dont l'objectif est de faire un peu de la veille des consommateurs pour comprendre les envies et les besoins qu'ils ont. Et donc là, on a créé un outil qui s'appelle Consumer Loop, donc c'est un outil vraiment interne. Et l'objectif, c'est de récupérer toutes les données d'avis consommateurs que les consommateurs mettent sur les plateformes e-commerce comme Amazon, Sephora ou l'ensemble de ces plateformes e-commerce. Et en fait, on va les analyser automatiquement grâce à des algorithmes qu'on a créés. Et ça permet plein de choses. Ça permet par exemple au marketing, quand on lance un produit de beauté sur le marché, d'avoir un retour très rapide au bout de 2 semaines. Ils peuvent tout de suite voir comment performe le produit sur le marché. Ça va permettre, pour donner un petit exemple hyper concret d'utilisation, donc il y a une crème qui a été lancée chez L'Oréal qui permet de réduire les poches sous les yeux. Et en fait, avant de la lancer, le marketing a été regardé
un concurrent sur notre outil Consumer Loop pour voir comment eux ça marchait. Et en fait, ils ont vu que les retours étaient assez mauvais sur l'utilisation, que ça laissait des traces blanches, donc les consommateurs n'étaient pas contents. Et donc L'Oréal a utilisé cette information et cette intelligence pour en fait éduquer les consommateurs sur comment appliquer cette crème qui est effectivement un peu plus compliquée. Et pour montrer aussi, ils ont utilisé une personne avec une couleur de peau un peu plus foncée pour montrer que ça ne laisse effectivement pas de traces blanches. Et une fois qu'on a lancé la crème sur le marché, on a pu voir que les retours étaient d'ailleurs hyper positifs là-dessus. Donc c'est juste un exemple concret d'utilisation de ces outils. Merci beaucoup. On va parler d'Innate Pharma pour ce qui est en tout cas de la recherche. Ginette, comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous expliquer les stades? Je ne sais pas si c'est très clair dans l'esprit de tout le monde, hein, les phases 1, phase 2, phase 3, où est-ce que vous en êtes sur les produits, etc. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, Innate Pharma, on développe des thérapies contre le cancer. Donc, on est vraiment une compagnie qui est dédiée à cette maladie. Cancer, comme vous savez, qui est la première cause de mortalité en France, avec plus de 400 000 nouveaux cas chaque année. Donc, Innate Pharma a vraiment l'ambition d'apporter des thérapies innovantes pour traiter cette maladie. On est vraiment spécialisé sur les étapes de recherche, innovation. On a des grosses équipes de recherche qui vont développer des nouvelles molécules. Et ensuite, une fois qu'on a des nouvelles molécules et des concepts innovants qui sont prêts, on passe au niveau des essais cliniques chez l'homme. Donc, en cancérologie, les essais cliniques sont faits chez les patients atteints de cancer. Dans une phase 1, dans un premier temps, pour tester l'innocuité de la molécule sur un petit nombre de patients. Ensuite, sur des phases 2, pour commencer à voir des signaux d'activité. Et ensuite, les phases 3, qui sont des phases à grande échelle, qui permettent de valider l'activité de la molécule, son approbation par les autorités réglementaires et la commercialisation. Donc tout ça se fait sur des temps extrêmement longs. À partir du moment où une molécule rentre en essai clinique, il faut en moyenne 12 ans pour qu'elle soit approuvée. Et à partir du moment où une molécule rentre en essai clinique, elle a 3% de chances d'être approuvée. Donc on est sur la biotech, c'est une discipline où on va vraiment essayer en permanence les notions de priorisation, de sélectionner à chaque étape de développement les molécules qui auront la probabilité la plus grande d'arriver jusqu'à la phase 3 et la commercialisation. Donc à Innate Pharma, on ne fait pas tout ce chemin-là tout seul. On s'occupe des phases de recherche, on fait des essais cliniques de phase 1 et de phase 2. Et ensuite, on vend ces candidats médicaments qui ont du coup démontré un certain niveau d'activité aux grands laboratoires pharmaceutiques qui, eux, vont faire les étapes de phase 3 qui nécessitent une certaine expertise et surtout des investissements financiers beaucoup plus importants et qui vont ensuite faire la commercialisation. On a pour le moment conclu des accords très importants avec des sociétés telles que Sanofi, AstraZeneca et également Takeda qui nous ont rapporté jusqu'à présent plus de 600 millions d'euros. Donc c'est de cette façon-là que Innate Pharma finance en majorité sa recherche. Et ensuite, ces grands groupes pharmaceutiques sont en train d'amener nos molécules, les molécules que nous avons développées chez le patient. Actuellement, nous avons une molécule qui est en phase 3, donc dernière phase de développement, dans le cancer du poumon de stade précoce. C'est un essai qui est mené par AstraZeneca sur à peu près 1000 patients et qui a pour objectif de conduire à une approbation et ensuite une commercialisation. Donc ça, c'est vraiment notre molécule la plus avancée. On a aussi une molécule qui est en phase 2 et là, c'est une molécule qui est totalement propriétaire. Donc c'est Innate Pharma qui a découvert la cible, développé le médicament, conduit les essais de phase 1, de phase 2. Et à la fin de cette année, nous allons présenter les résultats dans un congrès international à San Diego pour partager les résultats finaux de cette molécule. Et ensuite, donc je ne vais pas vous décrire tout le portefeuille, on a en tout 6 molécules qui sont au stade clinique et beaucoup d'autres projets qui sont au stade de recherche, puisque vraiment, notre cœur de métier, c'est vraiment apporter des molécules innovantes. Je crois que c'est le thème, la technologie du futur, l'innovation. Donc, on a des équipes de recherche qui sont en permanence en train de créer des nouvelles molécules, les tester
Et ensuite, on a nos moments où on fait des choix sur les molécules qu'on décide d'abandonner parce que les résultats ne sont pas suffisants et celles sur lesquelles on décide d'investir parce qu'il faut voir ce que ça va donner en termes d'essais cliniques. En préparant cette table ronde, vous me disiez que les marchés, finalement, en ce moment, ne s'occupaient plus trop des phases 1 et phase 2. Avec l'expérience que vous avez maintenant, ça fait depuis de longues années que vous êtes en bourse. Est-ce que pour vous, c'est inquiétant ou comment vous voyez cette évolution ou est-ce que... Alors, c'est vrai que l'index des biotech, de façon générale, ces derniers temps, sur les années 2022-2023, est en difficulté. Et donc, les marchés financiers demandent peut-être plus de résultats à la biotech de façon générale. Et les biotech, et en fait, ce qui est demandé, c'est pas que les marchés, c'est aussi les grands groupes pharmaceutiques, c'est d'avoir accès à plus de molécules avancées. Donc, ils vont être plus en recherche de boîtes qui ont des molécules qui sont déjà en phase 2 ou en phase 3, donc qui ont déjà subi toutes ces étapes où l'échec est important, de recherche et de phase 1. Donc c'est vrai que chez Innate, même si on a subi, comme tous les biotech, ces attentes qui sont maintenant plus importantes du marché, on a quand même dans notre portefeuille matière à répondre, puisque comme je vous dis, on a un essai qui est en phase 3, on a 2 autres essais qui sont en phase 2. Donc, on a un portefeuille qui, à la fois, peut apporter des réponses à ce que demande le marché, des molécules en développement de dernier stade. Et on a également, on continue bien sûr à travailler sur les molécules innovantes qui arriveront dans quelques années. Merci beaucoup. Monsieur Christin, donc on va parler justement de cette notion de temps. Comment vous gérez ça, le temps long, le temps court? Est-ce qu'il y a des urgences des fois ou est-ce que vous voyez aussi sur 30 ans? Comment on s'en sort? Est-ce que vous faites des moyennes? C'est un très bon point, là, parce que la recherche et développement, on couvre tous les différents échéanciers. Hein. On vient de parler du temps long à l'instant, mais on travaille déjà sur le temps court. Avant tout, nos opérations viennent nous voir sur des problématiques très concrètes sur comment je fais pour optimiser telle ou telle unité ou la livraison ou l'application. Et on peut améliorer de façon significative finalement les efficacités, la fiabilité et puis la sécurité de nos opérations. Donc ça, ce temps court, il est essentiel et ça vient précipiter dans l'année finalement. Donc, et c'est une part non négligeable de développement que nous faisons. J'appelle ça l'innovation incrémentale ou la recherche opérationnelle. Alors maintenant, je prends l'opposé. L'opposé, on va regarder, c'est beaucoup plus exploratoire. Donc là, on est en quelles sont les futures technologies de rupture que nous allons avoir. Et c'est jamais facile. Hein. Donc quelles sont les technologies qui nous empêchent de dormir? Ou celles, c'est pas évident. Il y en a qui sont très, très faibles en maturité finalement. Et donc, on a des équipes, une direction scientifique qui est là pour identifier les futures technologies qui vont avoir le plus d'impact. Très compliqué à faire, mais assez passionnant. Je donnerai à titre d'exemple, par exemple, comment on valorise le carbone, le CO2. Aujourd'hui, on parle beaucoup de CCS pour le stocker, mais on parle aussi de CCU, Carbon Capture Utilization, donc l'utilisation du CO2 pour en faire des matériaux, pour aller dans les chaînes de la pétrochimie. Donc ça, tous ces sujets-là, on le regarde, on doit comprendre toutes ces routes qui sont plus exploratoires. Et la dernière, la plus importante, Didier, c'est les programmes clés. Les programmes stratégiques, c'est la majorité du budget de la R&D aujourd'hui, c'est-à-dire la transition énergétique, bien évidemment. Donc j'ai parlé tout à l'heure de l'hydrogène, mais ça peut être aussi l'hydrogène à partir de l'ammoniac. Hein, on a fait une annonce récemment sur le sujet. Ça peut être aussi des molécules ou des matériaux qu'on développe pour l'électronique, pour vos smartphones. On développe des précurseurs qui vont limiter l'impact sur l'environnement. Ce sont tous ces programmes clés que nous développons, bien sûr, et qui, à la fin, créent de la valeur court terme, moyen terme et long terme, bien sûr. Ce que l'actionnaire ne voit pas forcément, parce que là, on est dans l'envers du décor, en quelque sorte, sur la partie recherche. Est-ce que sur le très long terme, on a peur de passer à côté du gros ratage, peut-être, ou de l'invention qui change tout? Alors, pour répondre à cette question, il faut revenir sur le passé et voir les dernières années
et pour parler du futur. Sur les dernières décennies, finalement, on a réussi à se positionner sur toutes les technologies phares et on ne s'est pas fait surprendre. Donc, on travaille actuellement pour continuer dans la même direction. Donc, on est confiant sur le fait d'identifier toutes les bonnes technologies. Mais pour autant, voilà, on continue. Et je voulais dire un mot pour la création de la valeur, c'est aussi comment on accélère l'innovation. Et ça va rejoindre ce commentaire-là. Parce que finalement, on innove jamais seul. On est toujours à faire des partenariats. Et plus de 50% des projets de la R&D du groupe Air Liquide sont faits en partenariat. Donc, c'est 400 partenariats qui sont signés, que l'on a de façon annuelle. Et ce qui est important ici, c'est qu'on les développe avec les startups. Donc, un peu vraiment comme Charlotte. Donc, on a un accélérateur qui s'appelle Accélère. Et on va aller on va héberger des startups, mais qui vont nous nourrir également. Donc, elles vont être accélérées, elles vont être hébergées. On leur donne accès à nos laboratoires et nos chercheurs, et ça nous permet de nous nourrir, et pour ne pas se faire surprendre, pour reprendre le commentaire de tout à l'heure. Mais également, on a une société qui est Capital Venture, qui va venir prendre des positions dans 40 startups où on n'est pas forcément positionné. Mais c'est une technologie, c'est une brique technologie qui est complémentaire avec un développement que l'on va faire, et donc on ne va pas se faire surprendre. Et le dernier, je suis obligé de parler de notre challenge scientifique. Si vous allez sur le site internet actuellement du groupe Air Liquide, vous verrez les résultats du challenge scientifique qu'on a lancé. Et on est très fiers de collaborer avec les meilleures universités du monde sur des thématiques liées à la décarbonation. On avait un jury de prestige, on avait un prix Nobel qui était présent dans notre jury, Steven Chu, prix Nobel de physique de 97. Et on a sélectionné donc 3 universités. Et c'est ça aussi l'innovation ouverte, qui permet de ne pas se faire surprendre. Est-ce que vous avez l'impression que le monde, tel qu'il tourne et tel qu'il accélère, est peut-être plus difficile à maîtriser en termes de recherche? Peut-être est-ce qu'il y a plus de foisonnement au niveau mondial qu'avant? Oui, mais je pense qu'il y a un grand foisonnement. On a devant nous une révolution qui est en train de se passer. La transition énergétique, ça reste une révolution et qui touche tous les pans de l'activité. Vous savez, on n'a pas une semaine sans qu'un nouveau client, un collaborateur, un acteur de la vie économique et politique qui nous sollicite pour nous demander notre opinion sur les technologies que je vous ai citées et que vous lisez tous dans la presse le matin. Donc je pense que oui, il y a un foisonnement, mais je reviens sur le fait qu'à la fin, Air Liquide, on a l'ambition d'être champion de toutes les solutions climat, finalement, que je vous ai citées, et donc il faut qu'on se focalise. Il faut on ne pourra pas travailler sur tous les sujets. Donc, de façon générale, quand on se focalise sur un sujet, c'est qu'on estime que c'est la bonne direction. On vient d'annoncer la Gigafactory avec Siemens Energy à Berlin, une Gigafactory qui va faire 3 gigawatts de production d'électrolyseurs, de stack, pour faire de l'hydrogène vert. Ça fait partie de nos convictions. C'est un exemple. Voilà. Merci beaucoup. Charlotte, peut-être pour les choix, si on veut un peu compléter du côté de l'accélérateur, comment on choisit de se concentrer sur... Vous parliez de la veille tout à l'heure avec la concurrence. Comment on s'oriente au sein de l'accélérateur? Ça va très vite aussi, il y a cette notion de vitesse. Comment vous appréhendez? Alors, il y a quelques similarités avec Air Liquide, mais c'est vrai que donc, au Tech Accélérateur, on travaille que sur des projets vraiment stratégiques qui ont été validés au plus haut niveau chez L'Oréal et dont l'objectif est vraiment qu'ils créent de la valeur pour le groupe. Donc, c'est vraiment comme ça qu'ils sont priorisés. Et ça, je dirais que c'est vraiment 80% de notre investissement au Tech Accélérateur. Et là-dessus, on va vraiment adopter des méthodes de travail qui s'appellent produits. Je ne sais pas si ça parle à certains, mais globalement, cette approche, c'est une fois qu'il y a cette problématique et cet objectif qui est donné par la direction, c'est vraiment d'aller parler aux utilisateurs, d'aller comprendre exactement quels sont leurs besoins et les endroits où on peut apporter de la valeur pour créer une solution la plus adaptée. Et on essaye de délivrer le plus rapidement possible. Et ensuite, une fois que c'est déjà utilisé, on va continuer à enrichir au fur et à mesure en prenant des retours pour continuer à améliorer. Et parfois, ça va nous faire changer légèrement de direction au sein de la vision initiale, mais toujours dans le même objectif d'apporter de la valeur. Et après, le dernier élément, c'est qu'on garde aussi 20% du temps, pour le coup assez similaire, pour faire une partie qu'on appelle lab, qui est vraiment cette veille technologique. Donc,
là, notre spécialité, nous, c'est vraiment l'intelligence artificielle. Mais donc, l'objectif, c'est de se tenir à jour de l'évolution de ces algorithmes. Bon, là, il y a évidemment GenAI, donc du coup, on se tient aussi à jour. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Comment est-ce qu'on peut l'appliquer? De ne pas l'utiliser juste parce que c'est marrant, mais vraiment parce que ça apporte une vraie valeur concrète au groupe. Et donc ça, c'est un vrai investissement qui est fait aussi de notre côté. L'intelligence artificielle, c'est relativement nouveau, l'utilisation, c'est depuis quelques mois, c'est ça à peu près? Ouais, quelques années, enfin, ça fait du coup 3 ans maintenant chez L'Oréal qu'on utilise. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que l'intelligence artificielle, il y a énormément de valeur. Ça permet d'aller à une échelle beaucoup plus grosse que si jamais on faisait à la main. Donc, par exemple, le Consumer Loop dont je parlais, ça nous permet de couvrir 5000 marques en termes d'intelligence concurrentielle, d'aller scraper plus de 5 milliards de reviews. Donc, c'est vraiment en échelle énorme. Mais par contre, le challenge qu'on rencontre et qui demande de notre côté de travailler au sein de L'Oréal, c'est d'acculturer aussi les collaborateurs sur le fait que l'IA n'est jamais 100% parfait. Donc nous, par exemple, nos algorithmes, là, ils sont 90% accurate. Donc ça veut dire que la direction est complètement bonne, mais il y a quelques petites erreurs. Et c'est là où il faut aussi apprendre aux collaborateurs à comment l'utiliser pour accepter ces petites erreurs qui sont normales dans ce genre d'outils. Je comprends. Pour Innate Pharma, je crois que le sujet n'est pas vraiment l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui Si, comme tous les secteurs, l'intelligence artificielle chez Innate Pharma, on en parle bien sûr. Surtout qu'on a en interne des équipes de bioinformaticiens. Nous, quand on veut regarder l'effet, par exemple, de certaines de nos molécules sur des cellules, quand on étudie une cellule, on étudie des milliers de gènes sur des milliers de cellules en même temps. Donc, on a des algorithmes qui sont au point pour comprendre comment ça se passe, mais l'intelligence artificielle est vraiment en train d'avoir un impact très important sur comment analyser toutes ces datas. Parce qu'on a eu accès toutes ces dernières années à un développement de technologies exponentielles qui nous a permis de générer un nombre vraiment très conséquent de data, mais c'était presque, il y avait une limite sur notre capacité à digérer et analyser ces data. Et l'intelligence artificielle maintenant arrive et prend le relais pour aider à comprendre quelle est la meilleure façon d'analyser ces data. Donc nous, en interne, on a des bioinformaticiens qui travaillent sur ces sujets, mais il y a également, vous disiez que tout se faisait en partenariat dans la recherche, il y a également dans la recherche contre le cancer et dans la recherche en général, énormément de boîtes d'intelligence artificielle qui se montent et développent des solutions totalement adaptées pour nous. Donc même si c'est pas encore, ça n'a pas encore totalement transformé ce qu'on fait, ça va prendre une place certaine. C'est très nouveau finalement, ça date de peu de temps. Oui, mais ça fait quelques années que c'était présent, mais vraiment que ça aboutisse à des solutions évidentes, on est toujours en train d'essayer de comprendre comment l'utiliser, je dirais. Il y a une autre question, peut-être qu'on vous a posée ici sur le stand Innate Pharma, qui revient et qu'on nous pose, nous, aux journalistes. C'est comment ça se passe avec les fameux partenariats. Vous en parliez tout à l'heure. Avec les deals, celui de Sanofi a été assez spectaculaire, hein, c'était il y a 1 an, c'est ça à peu près. Comment ça se passe? Est-ce que vous travaillez avec tous les laboratoires? Est-ce que les laboratoires vous approchent? C'est Big Pharma? Comment ça se passe? Oui, alors nous, on est très ouverts. La recherche et développement contre le cancer, c'est mondial. Par définition, on ne va pas travailler qu'en France ou en Europe. On participe très régulièrement à des conférences internationales dans lesquelles on va présenter nos résultats. Et lors de ces conférences, tous les grands laboratoires sont présents et suivent l'actualité de ce qui se passe dans toutes les biotech. Donc c'est lors de ces moments-là, c'est lors de ces conférences que sont organisés les rendez-vous avec les potentiels partenaires. Et ça se passe plusieurs fois par an, essentiellement dans des conférences qui se passent aux États-Unis, mais il y en a aussi en Europe. Donc ça, c'est la phase d'approche, c'est lors de conférences. Ensuite, une fois qu'on a conclu des accords avec des partenaires, c'est vraiment du cas par cas.
Par exemple, avec Sanofi, on a conclu des accords sur notre technologie qui s'appelle Enquête, donc qui sont des molécules innovantes contre le cancer, pour lequel on avait prévu de collaborer, donc travailler vraiment main dans la main, les équipes de recherche, avec des réunions très régulières pour développer et sélectionner ensemble la meilleure molécule, puisqu'on part d'une expertise qui, à la base, vient d'Innate Pharma, et qui se transmet aux équipes de Sanofi. Et donc, il y a toute cette période-là où on travaille main dans la main. Et ensuite, dans le cadre du partenariat avec Sanofi, il était convenu qu'à partir du moment où le candidat médicament est sélectionné, donc que Innate Pharma et Sanofi décident que c'est ce candidat qu'on va amener dans les étapes de production et développement clinique, c'est Sanofi qui prend le relais. Et donc, c'est eux qui sont en charge ensuite de ces étapes-là. Après, il y a d'autres façons de collaborer. Par exemple, avec AstraZeneca, c'était prévu depuis le début d'avoir un accord de collaboration tout le long du développement. Donc, on a collaboré sur les phases d'essais cliniques. Donc, avec eux, on a toujours des réunions très régulières entre les équipes de clinique. Donc, ça dépend vraiment des partenaires et ça dépend de chaque contrat. Chaque situation est unique et dépend des intérêts des deux partenaires et surtout trouver la meilleure solution pour accélérer au maximum le développement des médicaments en fonction des expertises de chacun. Vous parliez tout à l'heure du secteur des biotech en général. J'imagine que vous êtes aussi tributaire, surtout sur les marchés financiers, de l'attitude des autres, c'est-à-dire de comment se comportent les investisseurs vis-à-vis des biotech. En ce moment, vous le disiez, ce n'est pas forcément la meilleure période. Est-ce que ce n'est pas un petit peu frustrant? Vous n'êtes pas maître finalement de votre destin? C'est un peu le secteur aussi qui dicte la tendance, non? De toute façon, la recherche, c'est frustrant, puisque on travaille énormément pour avoir sans arrêt des idées, et on doit travailler dur et longtemps pour voir le fruit de cette recherche. Et je pense que les investisseurs, en tout cas qui viennent dans le secteur de la biotech, le comprennent très bien. Donc, même si, effectivement, on est soumis à ces aléas sur les marchés, je dirais quand même que globalement, et puis on l'a vu aujourd'hui avec toutes les personnes qui sont venues nous voir au stand, que les investisseurs le comprennent bien et sont même très contents de pouvoir accompagner une entreprise française qui va contribuer au développement de nouvelles thérapies contre le cancer. Je pense qu'il n'y en a pas 50 non plus, surtout à ce stade de développement. Donc finalement, ça reste très positif. En plus, chez Innate, on a une position de trésorerie de plus de 120 millions, ce qui est de nos jours relativement confortable, ce qui nous permet d'avancer les différents produits qu'on a dans notre portefeuille jusqu'à la fin 2025. Donc ça nous laisse 2 ans d'opération et finalement avoir 2 ans d'horizon de cash dans la biotech, on peut considérer que c'est quelque chose de classique et de nos jours, on peut considérer quand même que c'est une position très confortable. Donc pour le moment, on suit ce qui se passe, on voit les impacts sur le cours de bourse, mais pour nous, on continue nos opérations et on a le cash qu'il nous faut pour avancer les programmes. Et on a énormément de biotech aux États-Unis. Est-ce que vous voyez une différence entre l'actionnariat anglo-saxon et l'actionnariat européen? Est-ce qu'il y a une différence? En fait, aux États-Unis, il y a il y a plus d'investisseurs institutionnels spécialisés. Donc, on va avoir des meetings avec des investisseurs qui connaissent presque autant que nous les molécules et la compétition. Donc, ça devient très intéressant, en fait, ces discussions, puisqu'ils arrivent vraiment à rédiger ensuite des rapports sur les différentes sociétés et conseiller très, très bien les investisseurs. Donc, il y a une tendance à avoir plus d'investisseurs spécialistes aux États-Unis. Merci beaucoup. Du côté du groupe Air Liquide, vous êtes leader. Est-ce que ça veut dire que vous parlez quand même avec plein de monde, plein de sociétés? Est-ce qu'il y a finalement Air Liquide un peu un écosystème à lui tout seul? On pourrait dire en effet que quand on parle des petites molécules essentielles, c'est un écosystème à lui tout seul. Naturellement, hein. L'oxygène, l'azote, l'hydrogène, le CO2, comme on traite tous les sujets, nous sommes entièrement d'accord. Et c'est pour ça qu'on travaille sur toutes ces thématiques.
Mais en effet, quand on voit que de nombreux autres acteurs se positionnent également sur l'hydrogène, et c'est tiré aux États-Unis par l'Inflation Reduction Act, par l'IRA, ici par de nombreuses politiques, en Europe ou en Asie, eh bien, ce sont que des bonnes nouvelles. Que des bonnes nouvelles si à la fin la transition énergétique se fait avec de nombreux acteurs. Donc on n'y arrivera jamais seul à nouveau. C'est assez majeur la transformation qui a lieu actuellement. Pour rebondir sur l'accélérateur, est-ce qu'il y a d'autres, j'imagine qu'il y a une veille chez L'Oréal, est-ce qu'il y a d'autres accélérateurs que vous surveillez? Est-ce que ce sont des idées qui peuvent germer à droite, à gauche, comme ça en Europe, mais pas seulement? Est-ce que vous avez observé aussi ce genre de procédé récemment, finalement, qui change un peu la face des produits? Oui, bien sûr. Alors, ce n'est pas dans mon entité du coup directement, mais donc l'entité parallèle qui s'appelle le Tech Accelerator Service pour les consommateurs, il travaille aussi avec d'autres entreprises. L'Oréal a par exemple d'ailleurs acquis Modiface qui permet de faire tous les essais de maquillage. Et en fait, ça permet de virtuellement essayer plein de choses. Et ça, les applications sont énormes. Ça va permettre d'essayer du maquillage pour pouvoir acheter directement. Ça permet de faire du diagnostic de peau et presque remplacer, même performance que ferait un dermatologue. Donc cette entité qui fait vraiment des services pour les consommateurs, ils font aussi beaucoup de partenariats avec des startups ou d'autres entreprises. Et L'Oréal a aussi un incubateur qui est d'ailleurs incubé à Station F, où ils suivent aussi on suit pas mal d'entreprises et de petites startups qui, quand l'idée germe et peut apporter de la valeur, devient aussi très grosse. Je ne sais pas si peut-être il y a des questions. Si vous avez des questions, oui, dites-moi. Ah, la fameuse fausse piste qu'on essaye de suivre et puis finalement on renonce. J'imagine que pour la recherche en bio, oui, il y a forcément énormément de fausses pistes. Et oui. Oui, on a eu plusieurs projets qui ont été poussés. Je dirais que dans le développement de médicaments, il faut les arrêter, les mauvais projets, entre guillemets, il faut les arrêter le plus tôt possible. Puisque finalement, l'impact d'avoir une molécule qui a été avancée jusqu'en phase 3 négative n'a pas le même impact qu'une molécule qui a été arrêtée en phase 1. Donc, nous, dans notre portefeuille, le seuil où on va avoir le plus de casse, entre guillemets, c'est avant de rentrer en essai clinique. Donc là, chez Innate Pharma, on a développé beaucoup de projets qui potentiellement pourraient être intéressants, mais on a des critères d'efficacité qui sont très stricts pour passer ce niveau, rentrer en essai clinique, parce que c'est à ce moment-là qu'on a des niveaux d'investissement qui sont assez conséquents. Donc là, je ne vais pas pouvoir vous donner les noms des molécules, mais on a eu plusieurs projets qui ont été arrêtés avant de passer en essai clinique, en justifiant le fait que les résultats pouvaient être, même s'ils étaient prometteurs, insuffisants, selon nous, pour justifier l'investissement. Donc nous, c'est à ce stade-là, vraiment, qu'on décide d'arrêter et de mettre de côté les projets. Donc bien sûr, côté Air Liquide également, nous avons des projets qu'on a décidé d'arrêter. Alors l'activité du groupe Air Liquide dans les gaz, c'est on a la production, la distribution et l'application du gaz auprès de nos clients. Donc on a vraiment ces 3 étapes. Et dans ces 3 étapes, on a dû arrêter des projets. Par exemple, sur la production, on a voulu développer des technologies alternatives à la séparation des gaz de l'air notamment. Et on n'a pas réussi à les développer. Donc on est revenu sur nos fondamentaux. C'était une des... Il y a plusieurs routes. Et on continue à chercher. À nouveau, on cherche constamment les nouvelles innovations. Sur le transport, la distribution, il y a aussi des façons de transporter qu'on a analysées. Et on a décidé d'avancer sur une technologie. Finalement, on a arrêté parce qu'elle ne produisait pas les résultats escomptés. Et là où on a le plus, on va dire, de projets qui peuvent s'arrêter, c'est sur les applications clients. Parce que là, on est dans le domaine où la limite, c'est notre imagination. L'application de l'oxygène, l'azote, l'hydrogène, le carbone, il ne faut pas oublier, le carbone, c'est la molécule de la matière. Chez tous nos clients, eh bien, on tente, on fait un test avec nos clients main dans la main, et on voit si ça marche pas. Et parfois, ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, on est dans le cœur de l'innovation. Si on réussissait tous nos essais, on ne serait pas dans l'innovation, on serait dans un autre département.
Donc là, j'ai envie de dire que ces applications-là, c'est là où parfois on a des bonnes et des mauvaises surprises. Alors moi, je pourrais répondre que pour le Tech Accélérateur parce que du coup, je ne suis pas dans le reste de L'Oréal. Mais en fait, je dirais pas qu'on n'a pas vraiment arrêté un projet, mais donc en fait, on a une méthode de travail qui fait que quand on veut lancer une initiative, on fait une étape qu'on appelle le discovery, donc qui est une découverte. Et là, il y a un peu deux choses qu'on regarde. En premier, c'est est-ce que on va réussir à résoudre le problème d'un point de vue data et intelligence artificielle. Et le deuxième aspect qu'on regarde, c'est est-ce qu'on résout vraiment un point de douleur pour les utilisateurs pour vraiment les aider. Et en fait, c'est durant cette phase, en n'arrêtant pas de faire des allers-retours entre ces deux aspects, on va parfois se dire bah non, on va pas réussir, soit parce que la donnée n'est pas prête, parce que l'algorithme n'est pas à la hauteur de performance qui est attendue par les utilisateurs, ou au contraire parce que les utilisateurs finalement ne voient pas de valeur ajoutée. Donc c'est vraiment parce qu'il y a cette méthode de développement qui fait qu'on arrête un peu en amont avant d'avoir commencé à lancer le développement. Mais je parle vraiment de ces sujets d'outils digitaux, d'intelligence artificielle là, pour moi. Merci à vous trois, merci beaucoup. On me dit qu'il va falloir rendre l'antenne. Peut-être une dernière question. Sinon, vous avez répondu à tout, hein, vous voyez. Merci beaucoup, merci encore. Merci. Merci.